Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre site coursdephysique.com ou votre chaîne YouTube cours de physique. Donc dans ce cours on va voir l'exercice 2 on va dire sur le théorème de Gauss. Donc on va voir le cas d'un cylindre infini. Un cylindre infini par exemple et qui est chargé avec une densité qui est uniforme, il est chargé en volume, c'est-à-dire que les charges se trouvent à l'intérieur de ce cylindre-là. On va considérer dans la première partie de notre exercice, on va considérer que nos charges sont distribuées de façon uniforme. Donc il est chargé avec une densité uniforme ρ qui est positive. Comme ça, à l'intérieur. Donc par exemple, ce cylindre, il est chargé de façon uniforme. Voyez-vous bien, je n'ai pas utilisé de dégradé avec mon crayon là, pour vous montrer en effet qu'il est chargé uniformément. C'est-à-dire que si je prends une partie là, et une partie là, cette densité est la même, que ça soit là, que ça soit là. Donc bien sûr, je suis un humain, j'ai commis des fautes en utilisant, en coloriant ça. Bon, j'ai essayé de colorier de façon uniforme, c'est-à-dire que ici l'intensité du crayon que vous voyez là, elle doit être égale ici. C'est-à-dire ce que vous voyez, il doit être égal là et là. Par contre, je vais vous montrer un exemple de non-uniformité. Je veux dire que je vais vous montrer un exemple de non-uniformité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas uniforme. Par exemple, si j'avais un cylindre qui est de cette façon-là, vous voyez ici, j'utilise un dégradé, voilà. Donc ici, la densité de ce côté-là, elle est plus grande que ce côté-là. Donc par exemple, celui-là, il n'est pas chargé de façon uniforme. Par exemple, ce cylindre-là, il n'est pas chargé uniformément. Donc dans la première question, on nous demande de déterminer le champ E. Bon, bien sûr, en utilisant tout simplement le théorème de Gauss. Donc j'ai considéré mon axe OZ, par exemple l'origine elle est là. Bien sûr ce cylindre il est infini, donc infini, 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 infini. Bon, je peux dire ici moins l'infini, et ici plus infini, et ici plus l'infini. Alors, notre objectif, c'est de calculer en tout point M de l'espace le champ E créé par ce cylindre. On va considérer un certain point M se trouvant quelque part ici dans l'espace. Donc pour voir les choses, ça normalement il est dans l'espace, il est sortant. Donc le point M se trouve quelque part là dans l'espace, il est là. Il est là par exemple, le point M peut être là, il peut être là, là ou ici. Quel que soit le point M dans l'espace. Je vais ajouter quand même la base locale en M qui est tout simplement Eρ, Eφ et Ez. Bien évidemment, bien entendu avant, je vais repérer mon point M par, eh bien bon, pour faire la distinction entre disons entre ρ que je vais noter tout simplement par la densité et avec Eρ, je vais noter ça plutôt ER. C'est pas, attention, c'est pas la base sphérique, mais c'est toujours la base cylindrique. Donc OM, c'est tout simplement petit r. Donc il faut retenir que chez le théorème de Gauss, le OM, c'est la variable. Donc, et par exemple, les éléments
les relations que vous avez pour votre distribution, par exemple pour ce cylindre, on a, ça c'est le rayon grand R. Donc ce rayon de grand R, il est constant. Par contre, ce petit r, il varie. Le point M, il peut être là, il peut être là, il peut être là. C'est pour cette raison qu'on va traiter en effet différents cas parce que donc on peut être à l'intérieur comme on peut être à l'extérieur de notre cylindre. Donc j'ai dit que ce point M, il est repéré par R et par aussi, donc si j'ajoute OX Y, eh bien j'ai ici l'angle phi. C'est pour cette raison que ça c'est E phi, EZ, et ça c'est ER en toute simplicité. Donc, on a pu choisir le système de coordonnées sans s'en rendre compte parce qu'en effet, on a pu choisir en effet le système cylindrique puisqu'on a une symétrie qui est cylindrique. Alors il est plus adéquat d'utiliser en effet le système cylindrique. Alors, quel que soit M repéré par R, phi et Z, eh bien la base locale en M est tout simplement ER, E phi et EZ. Donc voyez-vous bien, bon, pourquoi on dit en effet que c'est une base locale? Eh bien parce elle suit toujours le point M. Si le point M il est là, eh bien cette base locale, elle va suivre ce point M et la direction de E phi ER va changer. C'est pour cette raison en effet qu'on l'appelle la base locale. Je vais d'abord commencer par l'étude de la symétrie. Donc première partie de cet exercice, étude de la symétrie. Pour ce qui concerne l'étude de la symétrie, eh bien la symétrie concerne cette base-là. Pour bien voir la symétrie, il faut travailler avec cette base que vous avez. Comme on dit toujours, donc pour voir la symétrie, je vais chercher les plans de symétrie. Un plan de symétrie en électrostatique, en effet, il doit d'abord passer par le point M, parce que mon objectif c'est de calculer le champ E au point M. Donc ça c'est la première des choses, puisque je veux calculer le champ E au point M, il faut que les plans de symétrie passent par le point M. Et il faut savoir que E, le champ E, il appartient au plan de symétrie. Et, juste pour l'info, bon, pour l'instant, en première année, je ne vais pas ajouter cette info pour que vous utilisez juste ce plan de symétrie. Bon, on va dire que E, il appartient au plan de symétrie. Donc, je vais essayer de chercher les plans de symétrie que j'ai. Le plan de symétrie, qu'est-ce qu'il fait? Un plan de symétrie, il coupe ma distribution en deux parties égales. En deux parties égales, bien sûr, tout en passant par le point M. Bon, par exemple, si je prends on va dire, une orange ou une tomate, j'aimerais couper cette orange ou cette tomate en deux parties égales. J'ai mon couteau
Le couteau, en effet, il doit couper cet orange en deux parties égales. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va passer par là. Donc, le couteau, il va faire ça, et il va en effet continuer son chemin de cette façon-là. Quand le couteau va continuer son chemin, il va dessiner un certain plan qui est comme ça. Et l'orange, elle sera coupée de la façon suivante. Et je vais avoir cette partie et cette partie de mon orange. Donc ici c'est un demi et ici c'est un demi. Eh bien quelqu'un ne va pas passer par là, mais il va passer par exemple par là. Quelqu'un d'autre par là. Quelqu'un d'autre par là. Par là. Donc ici j'ai une infinité de plans de symétrie. Maintenant, si j'ai un cylindre par exemple, eh bien quelqu'un va couper le cylindre de cette façon-là pour donner un résultat comme ça. Voilà. Quelqu'un d'autre, il va le couper de cette façon-là, moitié, pour donner un résultat qui est comme ça. Donc ici, j'ai un demi et ici, j'ai un demi. C'est le cas que j'ai ici, c'est mon cylindre que j'ai là. Donc, je vais imaginer, voilà, donc ici d'abord, le plan que j'ai ici, le voici. Ça, c'est mon plan qui a coupé mon cylindre en deux. Et ça, c'est l'autre plan qui a coupé le cylindre en deux. Alors, voici mon schéma. J'ai dit qu'un plan de symétrie, il faut qu'il passe par le point M. Alors, donc je vais redessiner ce schéma que j'ai ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce barreau-là. Imaginez que j'ai une tige ici. Et je vais tourner mon cylindre comme ça. Si je le tourne, ce ER, il va devenir comme ça. EZ, il va rester comme ça. Et EFI, il va être entrant. Donc voilà, EFI, il est entrant. EZ, il est comme ça. Et ER, il est justement comme ça. Alors maintenant, essayez de m'utiliser maintenant cette configuration que j'ai. Bon, c'est la même là, que c'est juste j'ai fait une rotation. Pour voir les plans de symétrie que j'ai. Eh bien, il faut que je passe absolument par le point M. Donc, bien entendu, j'ai ce plan-là qui coupe ma distribution en deux parties égales, à savoir cette partie-là et cette autre partie. Donc là, ce plan-là, c'est exactement celui-là qui va donner un résultat qui est un petit peu comme ça. Et j'ai un autre plan, mais il faut qu'il passe par le point M. S'il vous plaît, ne me dites pas que ça c'est un plan. Non, parce qu'il ne passe pas par le point M. Mais la condition nécessaire pour que cet autre plan, pour que j'ai le droit de dire que cet autre plan que je vais utiliser maintenant est un plan de symétrie, il faut que le cylindre soit infini. Donc ça, ce plan-là qui est là, c'est toujours un plan de symétrie, même si le cylindre n'était pas infini. Mais si le cylindre était fini, ça serait un problème parce que
vous allez voir que si il est défini, par exemple, juste comme ça, il n'y a pas ici l'infini et moins l'infini, plus l'infini et moins l'infini. Si le point M est au centre, je suis d'accord avec vous. Il peut être un plan, parce qu'il va couper ça en 1 sur 2, 1 sur 2. Mais s'il était là, eh bien là non, parce que cette partie est différente de cette partie-là. Mais puisque dans mon cas ici, ça c'est un cylindre qui est infini, alors je peux considérer que ça c'est un demi et ça c'est un demi, parce que ça c'est infini et ça infini. La différence, elle est très faible. Elle est très faible, elle tombe vers 0. Donc je peux considérer que cette partie est égale à cette partie. Donc, l'autre plan que j'ai, c'est exactement ce plan-là. Donc, cet autre plan, comment il va... donc, il doit bien sûr passer par le point M. Comment il va hacher mon cylindre, comment il va le couper? Eh bien, il va le couper de cette façon-là. Voilà. Donc là, il reste à dire quels sont les plans de symétrie. Eh bien, on va leur associer, la base locale. C'est-à-dire, on va dire que, par exemple, pour ce plan de symétrie-là, on va dire que EZ, ER, c'est un plan de symétrie. Pour cet autre-là, je vais dire que E phi, ER, c'est un plan de symétrie. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ici, on a bien dit la base locale. Donc, quel que soit M, les plans de symétrie passant par M sont. Ils passent par M. Donc, je vais ajouter cette phrase. Quel que soit M, les plans de symétrie sont. Donc, les plans de symétrie passant par M sont. Ce plan-là, je vais vous le montrer. Ce plan-là, le point M, il est là. Il est défini par ER, EZ. Donc, juste le fait de connaître EZ, ER, je peux dessiner mon plan. Exemple. Si je vous dessine, si je vous dis, eh bien, voici EZ, ER. Bien, il suffit juste de faire comme ça. Et de me tracer tout le plan. C'est-à-dire à un certain moment, si j'avais mon cylindre, c'est-à-dire que si mon cylindre, il était là. Si le point M, il était quelque part là, par exemple ici. Bien, pour tracer le plan, il faut d'abord que je trace ER et que je trace EZ. Bien sûr, ça c'est un cylindre infini. Pour tracer ce plan-là, eh bien, je n'ai qu'à faire comme ça et dessiner les parallèles et j'obtiens mon plan de symétrie. Bien sûr, cette partie-là égale à cette partie.
etc., etc. Si vous étiez là, ER il est comme ça, EZ il est comme ça. Pour tracer le plan, il faut d'abord tracer les parallèles de cette façon-là. Voilà. Bien, il va encore couper ma distribution en deux parties égales. Bon, bien sûr, bon, si vous avez, voilà, bon, ça c'est votre cylindre. Vous pouvez couper de cette façon-là. La condition, c'est qu'il faut passer par ce centre-là, centre de ce cylindre. Donc cette partie-là, c'est la même. Si vous coupez comme ça, cette partie-là, c'est la même. Donc ce sont les plans que je viens en effet de tracer ici. J'espère que c'est clair. Donc d'abord, je vais vous écrire que ça, c'est le premier plan. Donc les plans passant par M sont ER, EZ. Cela implique que E en M, il appartient à EZ, ER. Et vous avez un autre plan qui est tout simplement ce plan-là que vous voyez, que je vais dessiner maintenant. Vous avez cet autre plan. Ici, c'est le point M. Ici, vous avez ER. Ne me dites pas qu'il est... Je peux le définir par EZ, non. Et par EFI. Donc, de même, si vous avez justement que ER et EFI, vous pouvez faire comme ça la parallèle, tac, et dessiner mon plan. Et j'ai aussi ER, EFI. Alhamdulillah. Donc j'ai aussi ER et EFI. Donc cela implique que E en M, il appartient à ce ER, EFI. Eh bien le champ E, il appartient en même temps à celui-là et à celui-là. La logique mathématique me dit que E, cela implique que E en M, il appartient à l'intersection de ces deux-là, c'est-à-dire à EZ, ER inter ER phi. Bon, si j'ose utiliser cette notation-là, cela implique que E, donc intersection, dire intersection, c'est dire le point commun. Le point commun entre ces deux-là, c'est tout simplement ER. Alors, bien entendu, E en M, c'est E. Donc c'est la composante ER qui dépend pour l'instant de M. C'est-à-dire quand je dis qui dépend de M, c'est-à-dire qu'elle dépend des coordonnées de M, à savoir R, Fi et Z. Mais quand on va étudier l'invariance, on va réduire ces dépendances-là suivant ER. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Cela implique que le champ est radial, c'est-à-dire il a la même direction que le rayon, la même direction. Je ne sais pas s'il suit exactement R, mais pour l'instant, il a la même direction. Le sens... Ah oui, il suit aussi R parce qu'on a considéré que roue comme étant positive. Bon, si je considère roue positive, alors le sens est aussi connu. Et pour le sens, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est avec la direction. Mais il faut étudier la symétrie pour la savoir. Donc cela implique que le champ E
en M est tout simplement radial. Donc ça c'est une méthode. Bon, il y en a une autre. On peut dire que quel que soit M, le plan qui contient M et l'axe OZ, ou je peux dire Z', si j'ajoute ici Z', ou bon, on va dire OZ, et le plan qui contient M est perpendiculaire à l'axe Z', aussi. Non, je n'ai rien dit. Considérez que c'est comme si j'ai rien dit. Donc, c'est tout. Donc, donc on constate que le champ E en M est radial. Donc, on peut écrire que E en M est égal à E R de M suivant ER. Bon, bien entendu, avant, en général, E en M est égal à quoi d'abord? C'est une composante, donc en coordonnées cylindriques. C'est ER qui dépend de M suivant ER, plus E phi qui dépend de M suivant E phi, plus EZ qui dépend de M suivant EZ. Alors, par raison de symétrie, ces deux-là sont égales à 0 par raison de symétrie. Donc là, on va étudier l'invariance pour réduire en effet les variables qu'on a. Donc maintenant, place à l'étude de l'invariance. Donc pour l'étude de l'invariance, avant pour l'étude de la symétrie, j'ai utilisé ER, phi et EZ. Maintenant pour l'étude de l'invariance, je vais utiliser R, phi et Z. Donc je vais essayer de voir, je vais par exemple prendre la variable R et je vais la modifier un peu. Bien sûr, je vais faire une variation suivant cette variable R et je vais voir le résultat, qu'est-ce qui va se produire concernant le champ E, A, phi et puis Z. Bon, je vais voir si la distribution elle change, si la perspective elle change. On parle là de perspective. Eh bien, je vais vous, avant d'entamer l'étude de l'invariance, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous avez un certain cube, par exemple, et vous le voyez de ce côté-là. Donc, qu'est-ce que vous allez voir? Eh bien, vous allez voir quelque chose qui est comme ça. Maintenant, si vous tournez un petit peu, c'est-à-dire que si vous êtes là, qu'est-ce que vous allez voir? Eh bien, cet observateur, il va voir ça. Cet observateur, il va voir ça. Eh bien, la perspective, elle change. Par contre, si j'avais un cylindre, un observateur là, et un observateur ici, cet observateur-là, il va me dire que je vois quelque chose qui est comme ça. Cet autre, il va me dire qu'il voit quelque chose qui est comme ça. Ici, la perspective ne change pas. Alors, on va étudier maintenant l'invariance. Ça, c'est mon cylindre. Je le prends et je fais une variation suivant phi. La perspective ne change pas. Toujours, je vois un cylindre. Il ne change pas un cylindre de même taille. Le cylindre, il est de même taille et roue, elle est uniforme. Donc, roue ne change pas. Donc, quand on tourne
quand on fait une rotation suivant phi, l'effet de E, l'effet du champ électrique E, est le même effet. Donc il reste invariant. Donc on va dire que toute rotation suivant phi laisse le système invariant. Il va laisser le système tel qu'il est, toute rotation suivant phi. Maintenant on va faire une translation suivant z. Eh bien, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous avez ici un grand bâtiment composé, donc un grand bâtiment que vous voyez, le voici. Ah, donc là j'ai pensé à une chose assez intéressante. Vous allez voir, je vais tout bonnement vous utiliser un truc. Je vais vous montrer vraiment ce que c'est un cylindre infini. Par exemple, ici j'ai une feuille. Je vais dessiner un grand cylindre qui est comme ça. Ça pour nous, ça sera un cylindre infini. Je vais faire maintenant une variation suivant z. Est-ce que vous voyez la différence? Vraiment, je fais une variation suivant z maintenant. On ne voit pas la différence. Cette variation suivant z, je vais la faire comme ça. Toujours un cylindre, il est comme ça. Maintenant, je vais faire une variation suivant r. Regardez. Eh bien, une variation suivant r fait changer le cylindre. Donc le champ E ne dépend que de R. Z, puisque le cylindre il est infini, vous voyez toujours le cylindre. Mais là, malgré qu'il est infini, je fais juste un petit bout comme ça, et il change. On le voit bien qu'il change. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on va dire ici que toute rotation suivant phi laisse le système invariant et toute translation suivant z laisse le système invariant, mais une translation suivant r change le système. On va dire donc E ne dépend que de R. Donc toute rotation suivant phi laisse le système invariant. Toute translation suivant z laisse le système invariant. E ne dépend alors que de petit r. Ainsi alors, E en M qui est égal en vrai E de R, de phi et de z suivant, et comme ça, qui est égal à une composante ER qui dépend de R et de phi et de z, ça en général, suivant ER plus une composante EPhi qui dépend de R, de phi et de z, suivant EPhi, plus une composante EZ qui dépend de R, de phi et de z, suivant EZ, ou suivant cas ce que vous voulez. Donc, ces deux composantes vont disparaître. Donc, pourquoi ces deux composantes elles vont disparaître? Eh bien, à cause de la symétrie. Et pourquoi ces deux variables vont disparaître? Eh bien, c'est par raison d'invariance. Désolé.
donc par raison d'invariance. Donc, comme vous voyez, E ne dépend que de R et il suit ER. Ici, ne me dites pas toujours, bon, il faut faire ER de R suivant ER. C'est-à-dire que s'il dépend de R, c'est ER. Bon, ça, c'est valable en électrostatique, mais après, vous allez voir pour le champ magnétique, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Bon, alors maintenant, après avoir étudié l'invariance et la symétrie, on va choisir maintenant une surface de Gauss adéquate. Eh bien, je vais vous donner une petite astuce, une petite remarque, c'est que, juste une petite remarque, c'est qu'en effet, l'invariance dessine la surface de Gauss. L'invariance. Vous allez voir comment. Donc on a dit l'invariance ou on va dire le système de coordonnées choisi dessine en effet la surface adéquate. On a ici notre cylindre qui est infini. Il est infini, hein? Ok, il est infini. Je le dessine comme ça parce que il me faut un crayon infini pour le dessiner, hein, quand même. Je vais considérer le point M, il est là. Je vais faire une rotation tout entière de phi. De cette façon-là. Là, voilà. Rotation suivant phi. Tout entière. De 0 jusqu'à 2pi. Bon, au début, bien sûr, j'ai fait une translation suivant R comme ça. Et après une rotation. Après une translation suivant Z. J'arrête. Comme ça. Et je fais une rotation suivant phi. Et après une translation. Ce que je viens de faire là, de dessiner, c'est la surface de Gauss. Elle englobe, elle entoure de façon symétrique ma distribution. Sur ça, c'est notre cylindre qui est infini. Cette surface de Gauss qu'il faut choisir, bien entendu, bon, le M, il est là, par exemple. Le M, il doit être sur la surface de Gauss. Par exemple, ici, ou là, ou même là, ou là. Il doit être sur la surface de Gauss. Sur cette surface-là. C'est pas à l'intérieur, mais sur cette surface. Et la surface choisie, par exemple, je sais que ça, c'est un cylindre qui est infini. La hauteur H, elle est quelconque. Elle peut être même égale à cet infini-là, qui est un infini physique et pas un infini mathématique. Ce grand H, c'est quelque chose de très grand, par exemple 1 km. Il peut être égal à plus l'infini aussi. On a ici un cylindre chargé uniformément avec une densité volumique ρ uniforme. C'est ça, c'est ces points-là. Uniforme, bon, supposez que c'est uniforme. Même si ces points ne sont pas uniformes, mais supposez qu'ils sont ordonnés de façon uniforme. Donc c'est ça le cylindre qu'on choisit. Il est tout simplement de hauteur h quelconque. Surface de Gauss, donc c'est un cylindre de hauteur h. Donc d'abord il faut distinguer deux cas.
cylindre que je viens de dessiner là, c'est le cas 1. C'est-à-dire que si M est à l'extérieur de mon cylindre, autrement dit, si ça il est infini, de là vers là, c'est grand R qui est le rayon de notre cylindre. Donc ce cas-là, si M est à l'extérieur, c'est-à-dire pour OM supérieur à grand R. Donc, mais avant de voir ça quand même, je vais d'abord calculer le flux. Désolé, il faut d'abord déterminer le flux E, le flux de E, à travers ce cylindre choisi. D'abord le théorème de Gauss, l'application du théorème de Gauss. Le théorème de Gauss nous dit quoi? Il nous dit que le flux de E à travers une surface fermée, donc surface fermée, est égal à la somme des charges à l'intérieur de cette surface fermée divisé par epsilon 0. Alors mon objectif, c'est de déterminer ce flux-là. Je vais prendre ma surface de Gauss, cette surface-là, et je vais la diviser en une surface latérale et surface de la base supérieure, puis une surface de la base inférieure. Quand je divise cette surface, ce rang n'est plus là. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce n'est plus une surface fermée. EDS. Je vais ici mettre surface latérale. ds de la surface latérale plus E scalaire ds de la base supérieure plus E scalaire ds base inférieure. Par exemple, si le point M il est là, ds elle est normale à notre, donc ce ds il doit être normal à notre surface. Ici, si M il est là, alors ds elle est comme ça. S'il était là, le ds il doit être comme ça. Si M il était là, le ds il doit être comme ça. ds de la surface latérale bien sûr. M', M seconde, ça dépend de M où il est, où il se trouve. Je vais dire que ça c'est ds, surface latérale, suivant N de la surface latérale. J'ajoute ici le ds de la base supérieure et je vais dire que c'est ds suivant la normale à la base supérieure ici. Ça par exemple c'est ds base inférieure que je vais dire que c'est ds la normale
à la base inférieure avec ça, c'est la normale à la base inférieure. Ici, cette normale-là, elle coïncide avec EZ. Ici, cette normale-là, cette normale-là exactement, elle coïncide avec ER. Et ici, cette normale-là, de la base inférieure, c'est-à-dire que cette normale, elle coïncide avec moins EZ. Alors je vais dire que ça, c'est E. R suivant ER, parce que j'ai déjà étudié la symétrie et l'invariance. DS ER plus E suivant ER DS base supérieure, j'avais EZ, donc je fais EZ. Ici moins EZ, mais c'est pas ça le problème parce que de toute façon, cette quantité elle est nulle. Et cette quantité elle est nulle parce que ER scalaire EZ elle est égale à 0. ER scalaire ER c'est 1. Donc je trouve que ça c'est ER DS. DS de la surface latérale bien sûr. Or, sur la surface latérale, pour chaque R qui est fixé, le E il est constant. Donc on peut le faire sortir. Il va rester l'intégrale de ds sur toute la surface latérale. Normalement, il est très connu la surface latérale d'un cylindre de hauteur h. Vous avez moi ce que je veux. Je veux tout simplement cette surface latérale de mon cylindre, cette surface bien sûr, tout ça, sauf ces bases là, je veux juste la surface latérale. Un cylindre de hauteur h et de rayon R. Eh bien, il suffit juste de prendre ce cercle et le multiplier par h. Ce cercle, il va descendre de cette façon-là et il va balayer cette surface latérale. Ainsi, la surface latérale d'un cylindre, c'est ce h-là multiplié par ce périmètre qui est égal à 2π grand R. Donc dans tout l'exercice, ici, désolé, ici normalement il faut utiliser le petit r, pas le grand R. Désolé parce que je parle bien sûr de la surface de Gauss. Donc dans tout l'exercice, on va dire que c'est ER H 2π petit r. Ce petit r c'est OM. Attention ne pas dire grand R. Désolé, ici je vous ai donné en effet le cas d'un cylindre de rayon R. Je n'ai pas parlé de ce cylindre de rayon petit r. Donc ça c'est le flux. Ça c'est la première des étapes. C'est dire théorème de Gauss, calculer le flux.
Ce flux, c'est à utiliser dans tout l'exercice. C'est maintenant que je vais dire que le cas 1, si M est à l'extérieur, c'est-à-dire que si OM est supérieur à R. Alors si M à l'extérieur, c'est-à-dire que OM supérieur à R. Voici ma distribution. Voici le cylindre que je vais choisir. Le point M, il est là. Je vais l'appeler cylindre 1. Alors, maintenant le problème reste avec la somme des charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss. Ici, j'ai une hauteur H. Ce cylindre, il est chargé avec une densité ρ. D'abord, j'aimerais bien que vous me déterminez les charges qui sont à l'intérieur de ces surfaces. Les charges qui sont à l'intérieur de ces surfaces, ils sont tout simplement ça. C'est clair, hein? Donc, dans notre cas ici, la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss, c'est ce qui est là. C'est tout simplement, puisque vous avez dQ volumique, c'est la densité volumique fois le petit élément de volume. Et si vous voulez tout ce Q-là, puisque ρ est uniforme, c'est tout simplement ρ multiplié par ce volume-là. Donc ici, la somme des charges, c'est tout simplement Q. Oh là là, c'est ρ multiplié par V. Eh bien, le volume d'un cylindre de rayon R est égal à combien? Alors j'ai maintenant un cylindre. Il est de rayon R. Maintenant, je veux le volume de ce cylindre, le volume. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je prends ce disque et je le multiplie par H. Donc le disque, il va descendre comme ça et il va hacher mon volume. Le volume d'un cylindre, c'est le volume de ce... oh là là, est-ce que j'ai dit j'ai parlé de volume de disque? Désolé. La surface de ce disque. Désolé. La surface de ce disque qui est égale à pi r carré multiplié par h. Bien sûr, j'ai l'homogénéité des... Ça, c'est homogène parce que ça, c'est en mètres cubes, mètres carrés et puis mètres. Donc ici, la somme, puisque c'est ça, ça c'est le rayon R, alors c'est ρ multiplié par pi r carré h. Donc, je n'ai qu'à prendre le flux déjà calculé, le flux, puisque OM, on a dit que OM est égal à R. Le flux qu'on a trouvé, c'est E R H de pi petit r, ça c'est OM. Attention, j'ai déjà expliqué ça avant. Parce que dans le flux, on travaille avec la surface de Gauss choisie. Et cette surface de Gauss, elle passe par le point M. Donc OM, c'est petit r. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est cette somme des charges qu'on a trouvé qui est ρ pi r carré h divisé par epsilon 0. Bien, vous voyez, c'est pour cette raison que cette hauteur h, elle est quelconque. Elle peut même englober tout notre cylindre infini. Alors on trouve que notre composante ER, dans ce cas-là, c'est ρ
R carré divisé par, donc le pi va disparaître avec le pi, donc je vais vous écrire le résultat directement. Donc ER ici, ça va donner, donc roue R carré sur 2 epsilon 0 petit r. Donc, ce qui veut dire que dans ce cas-là, si R qui est égal à OM est supérieur à grand R, alors E en M, c'est roue R carré sur 2 epsilon 0 R suivant ER. Et j'encadre bien mon résultat, bien entendu. Maintenant, on va voir le deuxième cas, à savoir si M est à l'intérieur de notre cylindre. Si M à l'intérieur, c'est-à-dire pour R qui est égal à OM, inférieur à grand R. Alors, notre distribution, la voici. Le cylindre que je vais choisir comme surface de Gauss, il passe par le point M, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais l'appeler 2. Ça, par exemple, c'est l'origine. Ça, c'est petit r. Donc, ici, surface de Gauss. C'est cylindre 2. Donc là, le truc, le flux, c'est toujours ERH de pi r. Maintenant, c'est les charges qui sont à l'intérieur de la surface. Ce sont ces charges-là. Donc, la somme de ces charges, savoir que ça, c'est notre hauteur H, qui est quelconque, bien, ces sommes de charges-là égale. Celui-là, il est chargé avec une densité ρ qui est supérieure à 0, bien entendu. Bon, la somme, c'est ρ fois ce volume. Le volume de ce cylindre maintenant. Maintenant, ce cylindre qui est en rouge, on a dit qu'il est de rayon petit r. Il suffit de prendre la surface de ce disque, la multiplier par h. Donc le volume V, c'est pi petit r carré fois h. La somme des charges, c'est ρ pi r carré h. Le flux C, qui est égal à ERH de pi r, c'est ρ pi r carré h sur epsilon 0. Le h va disparaître avec ce h. Un R avec un R. Le h avec le h. Donc ER est égal à ρ R sur 2
epsilon 0. Et finalement, E en M dans ce cas-là, c'est ρ R sur 2 epsilon 0 suivant ER. Mais là, c'est justement si M, il est à l'intérieur de notre cylindre. Donc là, pour la détermination des champs E, c'est-à-dire le champ à l'intérieur, c'est pour cette raison que j'ai dit D avec DES. C'est-à-dire que si M, il est à l'intérieur et il est à l'extérieur. Maintenant, une autre question, c'est la détermination du potentiel électrostatique en tout point M de l'espace. Eh bien, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va tout simplement utiliser la relation E est égal à moins grade V. Donc, on utilise E est égal à moins grade V. Donc, E en M notez que on impose une condition, on la donne, que pour R est égal à 0, eh bien V, il est nul. Alors, entre nous, je serai obligé de commencer par le potentiel à l'intérieur. Pourquoi? Parce que, pas obligé, mais pour la détermination d'une constante, en effet. Si je commence avec le potentiel à l'extérieur, c'est pas un problème. Mais je vais trouver une constante que je ne saurais pas sa valeur. Je ne peux pas savoir sa valeur parce que je ne connais pas le potentiel qui est à l'intérieur. Parce que pour connaître la constante extérieure, il faut utiliser la continuité du potentiel. Vous allez comprendre ça, vous allez comprendre. Donc entre nous, on va commencer par VIN, le potentiel à l'intérieur. Étant donné que E à l'intérieur, on a trouvé que E à l'intérieur est égal à combien? Égal à ρ R sur 2 epsilon 0 ER. C'est ça. E égale à moins grade V. E en M, bien sûr. E à l'intérieur en M, c'est moins grade V à l'intérieur en M. Qui est égal à moins dV sur dr suivant ER, moins 1 sur R dV sur dφ suivant phi, moins dV sur dz suivant ez. Mais ça, c'est aussi ρ R sur 2 epsilon 0 ER. Ces deux sont nuls, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve en effet que E en M, puisqu'il ne reste qu'une seule variable, c'est moins dV sur dr, ER. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'une seule variable, c'est une seule variable qui reste. Ici, ça c'est ER. Donc ER,
c'est moins dv sur dr. Ce qui veut dire que dv, c'est moins ER dr, qui est égal à moins ρ r sur 2 epsilon 0 dr. Donc là, qu'est-ce que je vais dire? Bon, avant de dire ça, je vais dire que ça c'est dv. Que ça soit à l'intérieur, que ça soit à l'extérieur. Et c'est à partir de là que je vais dire que si OM qui est égal à R est inférieur à R, c'est-à-dire à l'intérieur. C'est-à-dire on est ici à l'intérieur de la distribution. Alors, dv, c'est moins ρ R sur 2 epsilon 0 dr, ce qui veut dire que V, c'est intégrale indéterminée, indéfinie, de moins ρ R sur 2 epsilon 0 dr, qui est égal à moins ρ sur 2 epsilon 0 multiplié par 1 sur 2 R carré plus une constante que je vais appeler la constante intérieure. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils te disent que on impose une condition qui est pour petit r est égal à 0, V à l'intérieur, il est nul. Donc on va dire que V à l'intérieur pour R est égal à 0, c'est moins ρ sur 2 epsilon 0 multiplié par 1 sur 2, je remplace le R par 0, plus bien sûr ma constante intérieure. Et la condition qui est imposée, c'est ça, égal à 0. Donc cette constante, elle est nulle. Et par conséquent, V à l'intérieur, c'est moins ρ R au carré sur 4 epsilon 0. Là pour ce qui concerne le potentiel à l'intérieur. Maintenant, si OM qui est égal à petit r, elle est supérieure à grand R, c'est-à-dire on est à l'extérieur. Ça c'est notre cylindre, notre distribution. Maintenant on est ici à l'extérieur, zone 2. J'ai toujours dv, c'est moins ER dr. Je peux même oser dire dv extérieur, ER extérieur. J'ai déjà trouvé que ER extérieur c'est quoi? C'est ρ R carré sur 2 epsilon 0 R suivant ER. Est-ce que c'est ça? Oui, donc ρ R carré sur 2 epsilon 0 R, voilà, j'ai ici dr. Donc, Vx, c'est l'intégrale indéfinie de moins ER extérieur dr, qui est égale à moins ρ sur 2 epsilon 0 R au carré dr sur R. Ça, c'est le logarithme népérien de R plus une constante. Donc ça donne moins ρ R carré sur 2 epsilon 0 log R plus une constante extérieure.
Alors maintenant, quant à la détermination de cette constante extérieure, attention, ne pas utiliser le fait que le potentiel à l'infini il est nul, parce que j'ai des charges à l'infini. Attention, n'utilisez pas V l'infini égale à 0, car il y a des charges à l'infini. Il y a des charges à l'infini. Il faut utiliser la continuité du potentiel. C'est-à-dire que sur les surfaces de séparation, sur la surface de séparation, en général, sur les surfaces de séparation, le potentiel est continu. Ici, ma distribution, c'est quoi? La distribution que j'ai, c'est ce cylindre. C'est ça la distribution que j'ai. C'est ce cylindre-là. La surface de séparation, c'est ça. C'est ça, c'est cette surface latérale. C'est ça la surface de séparation. Donc, sur la surface de séparation, petit r est égal à r. Ici, j'ai V intérieur et ici, j'ai V à extérieur. Continuité du potentiel me dit que le potentiel est égal à un autre potentiel sur la limite de nos surfaces. Sur les frontières, on a égalité des potentiels. Parce que le potentiel est continu. Ça, c'est la frontière. Donc ici, le V intérieur, ici, pour R est égal à grand R, est égal à, donc ici, V extérieur, mais pour petit r est égal à grand R. Alors il suffit juste de voir l'expression de V intérieur, voilà, pour dire que c'est moins ρ, donc c'est moins ρ r carré sur 4 epsilon 0. Alors il suffit juste de remplacer le R, aïe, j'ai fait une faute grave là. Non, j'ai pas fait une faute grave. Ah, j'ai cru que j'ai fait une faute pour ce qui concerne le champ E. Parce que si j'ai fait une faute, il faut recommencer 1 heure et 13 minutes de travail. Non, j'ai pas commis une faute, ça. Ok. J'espère que j'ai pas commis de faute. Je l'espère. Donc ici, j'ai moins roue. Donc, voyez-vous bien que ça, c'est V qui est à l'intérieur. Moins roue grand R carré sur 4 epsilon 0. Parce que je remplace le R par grand R. Est égal, donc V extérieur pour R est égal à grand R. Donc V extérieur, c'est ça le V extérieur, c'est ça. Mais il faut remplacer le petit R par grand R. Donc est égal à moins ρ R carré log grand R sur 2 epsilon 0 plus la constante extérieure. Ah, donc c'est de cette façon que je peux déterminer cette constante extérieure. Alors on va dire que la constante extérieure, c'est tout simplement ρ R carré, le logarithme népérien de R sur 2 epsilon 0 moins ρ R carré sur 4 epsilon 0. Attention, si vous trouvez pour les constantes petit r qui est une variable, c'est un grand 0 que vous allez avoir. Parce qu'on dit bien que ça c'est une constante, c'est pas une variable. R constante, R carré constante, ρ
on la considère comme étant une constante. Epsilon 0 c'est une constante, 2 c'est une constante, ρ c'est une constante, constante. Donc ça, c'est bien une constante à remplacer par... Donc après qu'est-ce qu'on va trouver, bien sûr? Donc, parce que je cherche V extérieur. V extérieur. Maintenant, voyez-vous bien, je vais prendre ce moins ρ r carré sur 2 epsilon 0 log r. Moins ρ r carré sur 2 epsilon 0 log petit r plus ρ r carré log grand R sur 2 epsilon 0 moins ρ r carré sur 4 epsilon 0. Voilà. Et je vais dire que ça c'est égal à quoi? Eh bien, on va avoir... bon, c'est très simple. Voyez-vous bien ici, c'est sur 2 epsilon 0. J'ai log R moins log petit r, donc c'est log de grand R sur petit r moins ρ r carré sur 4 epsilon 0. Ça, c'est le potentiel à l'extérieur, c'est la valeur qu'il faut trouver. Donc ça, c'est la deuxième partie de notre exercice. Maintenant, quant à la troisième partie, on va nous demander en effet, donc la question, je ne sais même pas quelle question, donc une autre question. Donc là, on nous dit que ρ n'est plus constant, n'est plus uniforme. Il n'est plus uniforme. Il varie en R, donc ρ est égal, ρ de R maintenant, ρ maintenant c'est ρ de R qui dépend de R, est égal à ρ0 R sur grand R. Donc, mais en effet, il garde la symétrie cylindrique. Mais on garde la symétrie cylindrique. C'est-à-dire que la symétrie, elle est toujours présente. La symétrie, elle est toujours présente. Bon, c'est-à-dire ici que si R est égal à 0, ρ, elle est nulle. Donc c'est à peu près ça. Le truc du dégradé dont je vous ai parlé. Ici, ρ, elle est nulle. Pour R, nulle. Au fur et à mesure, on s'approche. On s'approche. Ici, elle vaut ρ0. Ça diminue jusqu'à devenir nul. Bien sûr, ça je parle de mon cylindre. Hein. Je parle de mon cylindre. Donc, on nous demande de trouver le champ E, je suppose à l'extérieur. Non, à l'intérieur. Donc, question, calculer. Donc, maintenant j'ai ça. Question, calculer E en M à l'intérieur. En utilisant le théorème de Gauss. Eh bien, le flux, il garde la même expression qui est ER H de pi R. On va choisir un cylindre qui est là. Donc, les charges qui sont à l'intérieur, les voici.
Maintenant, on a ρ qui dépend de R. Ça, c'est la somme des charges à l'intérieur divisée par epsilon 0. Maintenant, j'ai plus le droit de vous dire, eh bien, c'est ρ fois H. Que la somme des charges, c'est ρ H. C'est plus valable parce que ρ, elle n'est plus constante. Mais je vais vous dire que pour le calcul, donc là, le problème, c'est de calculer le calcul de la somme des charges à l'intérieur. On a une distribution volumique. dQ, c'est ρ dV. Alors, je vais choisir un petit élément de volume de ma distribution. Je vais considérer ici un certain point, par exemple un certain point P, pour ne pas dire un certain point M, pour différencier entre le point où je veux calculer, un certain point P qui est repéré par R', par phi, par, si ça c'est l'origine, par petit z, là vers là c'est petit z. Voici le point P, il est repéré par R', par petit z qui est là. Voici le point P par petit z et par phi. Je vais d'abord considérer un petit élément de volume dV. Je vais vous agrandir un petit peu le schéma. Voici le point P. Ça c'est R'. Mon objectif, c'est la détermination de ce petit dV là. Qui est centré autour du point P. Bien, ce petit dV, c'est ce segment-là multiplié par cet arc pour trouver cette surface, multiplié par ce petit segment qui est là pour trouver tout ce volume. Ce petit arc, c'est le petit r', c'est le petit r' qui décrit ce petit arc. Il bouge d'un certain défi par exemple. Donc ce petit arc, c'est R' défi. Ce petit segment, c'est dz et celui-là, ça c'est R', donc ça, ce petit-là c'est dr'. Donc c'est R' défi
dz dr'. Donc, dv, c'est r', dr', dφ, dz. Il y en a une autre façon de le trouver, donc centré autour du point P. Vous pouvez dire que le point P, donc ça c'est la première façon. Vous pouvez dire que le point P, il est repéré par R', par φ, par Z. Vous écrivez D3, c'est-à-dire il y en a 3 variables. Puisqu'il y en a 3 variables, il faut utiliser 3 D ici. Donc D, D et D. Forcément, c'est R', et c'est φ et c'est Z, les variables que vous utilisez. Vous avez R en mètres, Z en mètres, ça c'est en... Ça, il n'a pas d'unité. Vous multipliez par R' pour avoir l'homogénéité en effet de ça, pour avoir en mètres cubes. Donc ça c'est D3V. Alors on trouve que dQ, c'est ρ, R', dr', dφ, dz. Donc, maintenant il suffit juste de remplacer. Donc juste pour ne pas avoir encore de confusion, bon, on va dire que ça par exemple... non, rien. Donc je vais dire maintenant que dQ, c'est ce ρ, c'est ρ0, mais là je vais écrire R'. Donc R' carré dr'. Parce que ce ρ de R, ici je considère le point P, donc dQ centré autour du point P, c'est ρ là où je suis. Là où je suis, j'ai R'. Donc c'est ρ de R'. Ici, il y en a ρ de R1, ρ de R2, tac, tac, ça dépend de R. Donc ici, c'est ρ de R'. ρ0, R' carré de R', dφ dz. Donc ça, c'est dQ. Mon objectif, c'est de calculer Q. Alors, je vais dire que Q, somme des charges, c'est triple intégrale dQ sur tout le volume que je considère. Alors, c'est ρ0, l'intégrale de 0. Donc, je vais intégrer sur, par exemple, sur mon cylindre, donc de 0 jusqu'à petit r. Pourquoi? Parce que vous allez me dire pourquoi petit r. Parce que je considère mon cylindre qui est là. J'ai considéré que ça, par exemple, c'est O, et ça, c'est M. OM, c'est petit r. C'est pour cette raison que je le fais varier de 0 jusqu'à petit r. J'espère que vous comprenez ça. Est-ce que vous avez pu saisir cela? Je l'espère bien. Je fais R' carré, dr' l'intégrale de 0 jusqu'à pi de dφ, et l'intégrale de 0, je ne vais pas faire de 0 quand même, puisque ici j'ai choisi h, celui-là, il est de hauteur h, et l'origine, bon, je la considère, bon ça dépend, bon, où je considère cette origine. Bien si je la considère quelque part autre, bon, je peux dire par exemple mon h sur 2 jusqu'à h sur 2. Ça ne va pas poser de problème. Mais je peux aussi dire de 0 jusqu'à h. Mais ça dépend. Bon, on va dire qu'on va choisir une certaine origine là. Non, on va la laisser là et on va dire que de 0 jusqu'à h, c'est pas un problème. dz.
Alors, quand on calcule, tout calcul fait, on trouve. Et attention, ce 0h, c'est juste dans notre cas, parce que j'ai des z. Ça ne pose pas de problème parce que j'ai seulement des z. Ça va aboutir toujours au même résultat. Donc je trouve roue 0, r au cube sur 3, multiplié par 2pi, multiplié par h. Ça, c'est la somme des charges à l'intérieur. C'est pas fini. J'ai déjà le flux C, ER, H fois 2pi r égale à la somme des QU sur epsilon 0 qui est égale à ρ 0 r au cube sur 3 fois 2pi fois h sur epsilon 0. 2pi va disparaître avec 2pi, ce h avec ce h. 1 avec celui-là. Alors r dans ce cas-là, c'est ρ 0 r carré sur 3 epsilon 0. Et il ne faut pas oublier le... Normalement j'ai oublié un truc, je sais pas qu'est-ce que j'ai oublié. Ah, c'est normalement il faut faire sur R parce que... Désolé. Il faut faire ici sur R. Parce que roue, c'est roue 0R sur R. Donc c'est l'expression qu'il faut trouver. Finalement, E en M, dans ce cas-là, c'est roue 0R carré sur 3 epsilon 0 R suivant ER. Merci pour votre très grande attention. Vous étiez sur votre site coursdephysique.com ou votre chaîne cours de physique, mais je crois que ce cours il est visible sur le site plutôt que sur la chaîne. Merci pour votre très grande attention. Je vous donne un rendez-vous pour un autre exercice.